Bonjour, merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de faire le plus vite possible. J'ai juste une déclaration à faire auparavant. Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Je voulais juste dire merci à la Société de neurologie du Sud pour l'invitation et pour le choix de ces thèmes, en particulier en ce qui me concerne, les thèmes qu'elle m'a désignés. Il s'agira de faire défiler devant vous deux énormes catalogues. Alors voilà, je vais essayer de les rendre utiles et attrayants, mais bon, le bonhomme n'est pas très heureux. Je vais quand même essayer de m'en sortir et de ne pas trop faire catalogue. Alors, la première, c'est parler des marqueurs ou des biomarqueurs dans la maladie de Parkinson. Alors, on commencera par définir ce que c'est qu'un biomarqueur et quelles sont les meilleures caractéristiques de ce type de marqueur. Alors, la définition, elle existe dans les publications du Biomarkers Definitions Working Group. Ce groupe œuvre depuis le début des années 2000, mais sachez que le sujet a pris beaucoup d'ampleur depuis les 4-5 dernières années. Donc, la caractéristique principale d'un marqueur, c'est qu'il doit pouvoir être mesuré et évalué objectivement en tant qu'indicateur soit d'un processus biologique normal, soit d'un processus pathologique, soit de la réponse pharmacologique à un traitement donné. Ça reste des définitions générales, mais sachez que la définition existe. Alors, ce qui est plus dur, c'est, si vous voulez, que ce marqueur remplisse les caractéristiques pour être efficace. Alors, il doit être sensible, il doit être reproductible, il doit pouvoir être fait n'importe où, dans n'importe quel laboratoire, il ne doit pas coûter cher, il ne doit pas être invasif, et plus important que tout, il doit avoir été validé. Vous verrez tout à l'heure que certains critères, c'est qu'un marqueur, en tout cas dans la maladie de Parkinson, n'a un début de validation que s'il est au moins prouvé par 2 études indépendantes. Voilà. Autant dire, donc, j'introduis tout de suite le sujet pour dire que ce n'est pas facile et que tout le catalogue qui va suivre, dans ce catalogue-là, rien n'est à prendre au pied de la lettre comme quelque chose d'immédiatement utilisable, et on verra ensemble pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est donc maintenant ainsi défini qu'un biomarqueur, ou qu'est-ce que ça peut être un biomarqueur? Il peut être biologique, donc dans les fluides du corps et dans les tissus. Il peut être d'imagerie, morphologique ou fonctionnelle, morphologique par exemple histochimie ou autre. Il peut être aussi clinique, c'est important, mais on verra que dans la maladie de Parkinson, beaucoup de biomarqueurs prometteurs sont cliniques. Alors, quel que soit le type de biomarqueur, il doit pouvoir être décelé à la phase pré-diagnostique, il doit pouvoir être lié formellement à un processus, aux données pathologiques fondamentales, aux données pathogéniques aussi. Il doit pouvoir être corrélé à la progression de la maladie et au mieux, on doit pouvoir avec ce marqueur, pour qu'il puisse être utile en particulier dans la personnalisation des traitements, on doit pouvoir monitorer avec aussi bien l'état malade ou sain que l'état de la progression de la maladie. Et, dernier élément dont j'ai parlé tout à l'heure, il doit avoir pu être validé par 2 études indépendantes. Alors, pourquoi des biomarqueurs? Quelle est l'utilité? Pourquoi l'explosion ces 5 dernières années des études et des travaux sur les biomarqueurs dans les maladies dégénératives? Ça a commencé un petit peu par l'Alzheimer et maintenant il y a beaucoup plus de travaux dans le Parkinson particulièrement. D'abord parce que dans ces maladies-là, quand les signes cliniques apparaissent, il est déjà trop tard pour stopper le processus pathogène. Ensuite, parce que malheureusement à ce jour il n'y a pas de traitement pathogénique et la majorité des traitements sont symptomatiques. Et pire encore, ils finissent par échouer à un moment ou à un autre au stade avancé. Ensuite, il y a réellement, donc à cause de ça, le besoin aussi bien de marqueurs du diagnostic que du diagnostic différentiel, que de la progression de la maladie et que pour le traitement personnalisé. Voilà pourquoi, donc c'est important que beaucoup d'équipes travaillent sur ces marqueurs. Et il y a en neurologie, maladie neurodégénérative particulière, le challenge de la neuroprotection, qui est la seule chose qui pourrait éventuellement arrêter le processus pathogène, mais à ce jour, il n'a pas été démontré de preuve éclatante de son efficacité. Et donc avoir des biomarqueurs qui puissent pister tout ça, ça pourrait être intéressant, qui puissent prouver au niveau pathogénique qu'il y a réellement une neuroprotection. Alors, toujours dans la même veine de questions, donc tout
toutes ces choses ont fait que beaucoup d'équipes, de plus en plus d'équipes, se sont attachées à rendre ces biomarqueurs disponibles. Alors, deux grandes initiatives dont j'ai eu connaissance, mais il y en a peut-être d'autres plus récentes parce que ça va très vite. Il y a le Parkinson Progression Markers Initiative, qui relève de la Michael Fox Foundation, et puis elle date de 2011, et puis il y a le NINDS, Biomarker Programme, donc l'Institut américain de stroke. Voilà. Ça, c'est les deux grosses initiatives et qui ont publié les plus grosses reviews sur le problème et qui commencent à mettre les choses, si vous voulez, en forme et à les mettre en forme de grosses reviews. Après, ces biomarqueurs, pour que ça soit vraiment une solution, on doit pouvoir les utiliser isolés ou en combinaison. Et vous allez voir que c'est très difficile. On l'a déjà dit, doit pouvoir être utile à tous les stades de la maladie. On en a vu le besoin pour le suivi du traitement, tant qu'on n'a pas de traitement pathogénique. Alors, comment ils sont classés? Vous allez trouver, quand vous ferez les articles, je donnerai tout à l'heure une diapo avec les principales revues que j'ai consultées. Ils sont classés de façon très différente, biochimique, biophysique, machin. Il y a certaines classifications qui, pour nous, cliniciens, ne sont pas très intéressantes, qui sont plutôt de l'ordre du dogme. Mais classiquement, c'est surtout donc des marqueurs cliniques, génétiques, des marqueurs au niveau des tissus et des fluides biologiques, d'imagerie et pour certains d'entre eux, comportementaux, neuropsychologiques et fonctionnels ou autres. Alors, je commence très vite par les marqueurs cliniques. Alors, ces marqueurs cliniques, en fait, nous les connaissons tous, mais après coup. Nous savons tous qu'il y a des signes prémoteurs et des symptômes prémoteurs de la maladie. Alors, un petit peu en jaune, les facteurs les plus prometteurs, on va dire, et qui pourraient avoir un poids de réels biomarqueurs. Donc, c'est les troubles de l'olfaction, les troubles du système nerveux autonome, la dépression et le REM, Behavioral Disorder. Donc, ça, c'est les plus fréquemment retrouvés et on ne va pas dire validés. On sait que ces signes existent, mais est-ce qu'ils sont validés ou non en tant que marqueurs, isolés ou en combinaison? C'est loin d'être évident. Il s'y ajoute depuis récemment donc, la perte de l'audition, les comportements impulsifs et addictifs, en particulier d'ordre sexuel ou pour le jeu, le gambling, et puis pour le diagnostic différentiel, de plus en plus l'utilisation du profil neuropsychologique. Par exemple, si on prend les plus prometteurs d'entre eux, ou ceux qu'on connaît le mieux, la discrimination olfactive, elle apparaîtrait selon les différentes études de 2 à 7 ans avant les signes moteurs. Elle a été confirmée par 12 études différentes au minimum. Il y a déjà des tests donc, de l'olfaction, mais il faut savoir que tout seul, le problème olfactif n'est pas suffisant, parce qu'il peut se voir aussi dans le tremblement essentiel et dans la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il peut distinguer entre Parkinson et MSA. Je reviens. Parkinson et MSA, puisqu'il est plus sévère dans le Parkinson que dans l'atrophie multisystématisée, que dans la dégénérescence cortico-basale. Certaines reviews proposent de le mettre en combinaison avec l'imagerie, avec l'enregistrement du sommeil, la polysomnographie et d'autres. En tout cas, c'est confirmé que c'est quelque chose qui arrive, mais on ne peut pas, devant un malade qui se plaint d'une anosmie, lui dire « vous allez avoir un Parkinson dans 7 ans », ce n'est pas suffisant. Alors, les problèmes de sommeil, pareil, c'est un facteur, un biomarqueur très prometteur. Probablement, il le sera en combinaison avec d'autres facteurs qui restent à déterminer en tant que groupe. En tout cas, c'est pareil, il peut apparaître plusieurs années avant le début de la maladie. Il touche énormément de patients une fois que le Parkinson est déclaré. Mais ce qui est intéressant, c'est que 70% à peu près, d'après une étude récente, des patients chez qui on enregistre ce trouble du sommeil REM, hommes et âgés de plus de 50 ans, vont devenir soit un Parkinson, soit un diffuse Lewy body disease. C'est pas mal comme data, mais encore une fois, c'est insuffisant tout seul et il faudra voir quelles combinaisons vont surgir dans l'avenir pour en faire un biomarqueur de poids. Les biomarqueurs gastro-intestinaux. Alors, c'est le dysfonctionnement gastro-intestinal. Ça aussi, on sait tous que le parkinsonien présente très souvent des troubles de type constipation en particulier.
et c'est aussi fréquent que 30 à 80% des patients. Ce qui est important, et je crois que l'équipe de Charles Nicolle avec Nadia Ben Ali ont participé aussi à ce genre de travaux en démontrant la présence d'agrégats d'alpha-synucléine dans le côlon, mais pour Charles Nicolle, l'étude qui a été présentée par Nadia Ben Ali la dernière fois, c'était dans la partie haute du tube digestif, pas jusqu'au côlon. Donc ça, ils ont trouvé, je crois, 100% des patients contre 0 témoin qui avaient une immunohistochimie positive à l'alpha-synucléine. Quel avenir pour ces biopsies du tube digestif et en combinaison avec quels critères? On ne le sait pas encore. Le problème, le biomarqueur aussi cardiaque, de la dysautonomie cardiaque, c'est pareil, ça peut se voir de nombreuses années avant. Il y a plus de 40 études, je crois que quand on était à la Salpêtrière, déjà en 91, il y a une étude en particulier dans le service du professeur Agide sur comment distinguer et comment déceler très tôt les troubles dysautonomiques, en particulier l'hypotension orthostatique et les modifications cardiaques. Donc il y a plusieurs études, c'est un des plus anciens facteurs qui est étudié. Récemment, on sait qu'il y a des corps de Lewis dans le plexus cardiaque. Et en tout cas, même si ça ne sert pas à prédire la maladie de Parkinson, ni tout seul, ni on ne sait pas avec quelle combinaison, au moins ça permet encore, depuis 91, depuis les articles Princeps sur ça, issus de la Salpêtrière, de distinguer entre Parkinson et, par exemple, MSA, en particulier la forme de dégénérescence trionicrique. Alors, l'imagerie a été faite un peu tout à l'heure, je vais passer, je ne prétends pas détailler les images, je veux juste dire que toutes les techniques d'imagerie aujourd'hui peuvent être le support de biomarqueurs, l'IRM, le PET, le SPECT, la spectro-IRM, où il y aurait dans certaines régions du cerveau une diminution de l'acétylaspartate. Et bien sûr, l'étude, c'est évident, c'est relié un peu à la physiopathologie et à la pathogénie, l'étude aussi bien de la transmission dopaminergique que du métabolisme dopaminergique ou d'ailleurs mitochondrial peut montrer des images concluantes, parlantes, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que le malade va développer à 100% un Parkinson? Et est-ce que c'est suffisant pour évaluer la sévérité et la progression? Quelque chose de sympathique, original, je ne saurais même pas lire, je ne sais pas s'il y a des radiologues dans la salle, que c'est l'échographie transcrânienne. Et là, c'est un critère qui rentre, enfin, un marqueur potentiel, c'est-à-dire qu'il y aurait une hyper-échogénicité du locus niger sur ces échographies transcrâniennes. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cette technique, mais de plus en plus citée et avec disons, des pourcentages de risque par rapport à la présence ou non de cette hyper-échogenicité. Le PET, le SPECT, tout à l'heure, il y a une présentation là-dessus, je ne vais pas détailler, mais il peut aussi, en combinaison avec d'autres, servir de marqueur. En tout cas, c'est un marqueur morphologique important. Alors, on vient maintenant aux marqueurs génétiques. On aurait tendance à penser, avec la vingtaine de gènes décrits dans le Parkinson, décrits à la fois dans les formes familiales clairement mendéliennes que dans les formes sporadiques, on aurait tendance à penser qu'on tient là un gros biomarqueur. Eh bien, il n'en est rien, parce que d'abord, ces marqueurs-là, ils disent surtout si vous avez ou non le trait de la maladie, mais ils ne disent pas l'état, est-ce que vous êtes malade ou potentiellement vous serez atteint un jour. Maintenant, avec la disponibilité de ces dizaines donc, de tests génétiques sur les différents gènes connus, comment déjà les utiliser comme prédicteurs de Parkinson, c'est déjà une matière à débat. De là à utiliser chacun d'eux comme un marqueur formel de l'apparition de la maladie, ça n'est pas encore le cas. Et malgré cela, il y a quand même, j'ai retenu 3 ou 4 éléments de génétique pure qui pourraient avoir une relevance, un intérêt en tant que biomarqueur. Alors, par exemple, pour l'alpha-synucléine, bon, tout le monde sait que les mutations du gène de l'alpha-synucléine sont responsables de Parkinson autosomal dominant. Alors, on sait que des variantes du gène des polymorphismes, certains polymorphismes sont clairement des facteurs de risque. En plus, le taux d'alpha-synucléine est bas dans le LCR. Ça, on le sait, mais comment combiner ça? Comment s'assurer? Probablement, dans l'avenir, il y aura des combinaisons de facteurs cliniques et autres. Pour le DG1, donc le PARC7, la protéine DG1 est diminuée dans le liquide céphalorachidien, ça pourrait être un marqueur. Et on sait aussi que pour le LARC2, qui est la forme la plus fréquente en Tunisie, PARC8,
les variantes du gène des polymorphismes sont aussi connues comme des facteurs de risque. C'est moins évident et à moindre degré pour PARC1, pour PARC2, la Parkin, et pour PINK1. Maintenant, on va passer aux marqueurs dans les tissus. Je vous avais dit que c'était un catalogue, on essaye d'en tirer le maximum d'enseignements. Donc, dans les tissus, on sait que l'immunohistochimie dans la peau et dans le tube digestif, aussi bien de la protéine Tau que de l'alpha-synucléine, peut être contributive. Ça a été démontré sur des biopsies. On sait qu'on peut détecter dans le sang des isoformes de la protéine DG1. On sait que dans le liquide céphalorachidien, on peut détecter des formes anormales, aussi bien de la protéine amyloïde que de la protéine Tau, que de DG1, que de l'alpha-synucléine. Ce qui est plus intéressant et plus abordable pour nous, parce que la ponction lombaire reste un examen invasif, c'est le taux d'acide urique. Il semblerait qu'il vaut mieux avoir la goutte que le Parkinson. Alors, ça, c'est de plus en plus démontré, c'est que les taux élevés d'acide urique sont associés à un risque plus faible d'avoir la maladie de Parkinson. Et surtout, très important, le taux est corrélé à la sévérité et à la progression de la maladie. Plus c'est bas, plus la maladie est sévère et plus elle progresse vite. C'est un marqueur facile à utiliser et peut-être qu'il servira un jour. Voilà. Pour le sang, j'ai parlé déjà de l'acide urique. Il y a plein d'autres choses que vous allez trouver qui sont corrélées plutôt à des signes cliniques qu'à la prédiction de la maladie elle-même. Je passe rapidement là-dessus. La présentation est disponible et je vous montrerai tout à l'heure les reviews. Il y a plein d'autres choses encore pour l'avenir. Alors, les marqueurs du système nerveux périphérique. On sait tous, hein, dans la littérature depuis toujours, une association assez fréquente entre neuropathie périphérique et Parkinson. Comment aller plus loin pour tester ça comme biomarqueur? Pour les problèmes urinaires aussi, on sait que ça permet de faire un diagnostic différentiel entre les différentes formes, mais que ça peut aussi précéder le Parkinson lui-même. Et une ouverture sur ce qu'on appelle le microbiome, et j'en aurai fini. Alors, le microbiome, c'est ce que nous avons comme bactéries dans notre tube digestif. Et il semblerait que des études ont montré que ce qu'on appelle les SIBO, les Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de bactéries, de petites bactéries qui pullulent dans le côlon en particulier et dans le grêle, ces gens-là ont une plus forte corrélation avec le fait d'avoir une maladie de Parkinson. Je vous recommande de voir le reportage de Arte, le ventre, notre deuxième cerveau. Très intéressant, une grosse ouverture aujourd'hui sur le tube digestif et les neurotransmetteurs qui y sont, et maintenant aussi les bactéries qui pourraient avoir un impact aussi bien pour expliquer la constipation que ce qu'on s'est rarement expliqué, qui sont les fluctuations motrices du début d'après-midi pour les Parkinsoniens. Ça pourrait avoir un lien. Voilà, les prospects, un mot. Il reste, malgré ce long catalogue, à confirmer le rôle des plus prometteurs de ces biomarqueurs, pas tous, je vous ai dit quels étaient les plus prometteurs, de définir avec précision les autres, leurs valeurs en tant que biomarqueurs, et surtout, le challenge va être, pour les équipes qui travaillent là-dessus, de trouver les combinaisons de biomarqueurs qui sont les plus utiles et qui pourraient nous aider à traiter les patients assez tôt ou à neuroprotéger, qui pourraient donner aussi un grand coup de fouet à la recherche sur la neuroprotection. Voilà la liste des reviews et je remercie pour cela une personne qui se reconnaîtra, qui a eu la gentillesse de me préparer pour moi ces énormes reviews. Moi, j'ai tout lu, hein, mais c'est elle qui me les a recherchés, je la remercie énormément. Voilà, j'en ai fini avec la première présentation.